Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence intitulée « Énergie nucléaire dans le monde, renaissance ou gériatrie technologique » présentée par M. Michael Schneider, analyste international indépendant en matière de politique énergétique et nucléaire. Il est l'initiateur, le coordonnateur et l'éditeur du World Nuclear Industry Status Report. Je m'appelle Patricia Clermont, je suis la coordonnatrice de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, l'ACME. Cet événement est rendu possible grâce aux contributions financières et logistiques de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, de Greenpeace, du regroupement des organismes environnementaux en énergie, de Nature Québec, du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, de la Fondation David Suzuki et de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. En plus de coordonner et éditer le World Nuclear Industry Status Report, M. Schneider est membre fondateur du International Energy Advisory Council et du International Nuclear Risk Assessment Group. Aux États-Unis, il a été nommé à l'International Nuclear Security Forum, basé au Stimson Center, Washington, D.C., et à l'International Panel on Fissile Materials, basé à l'Université de Princeton. De 1998 à 2003, Michael Schneider a été conseiller du cabinet de 2 ministres français de l'Environnement et du ministre belge de l'Énergie et du Développement durable. De 2000 à 2010, il a été conseiller occasionnel du ministère allemand de l'Environnement. Il a aussi été auditionné par ou a donné des briefings dans des parlements nationaux de 16 pays et a conseillé des membres du Parlement européen de 4 groupes politiques différents au cours des 35 dernières années. Il a aussi donné des conférences ou enseigné dans plus de 20 universités et écoles d'ingénieurs dans plus d'une dizaine de pays. La conférence de M. Schneider sera suivie d'une brève allocution du Dr. Éric Notbart, qui est vice-président de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, sur les risques de l'énergie nucléaire sur la santé des individus et des populations. S'en suivra ensuite une période de questions de l'auditoire. Alors, sans plus tarder, veuillez accueillir chaleureusement et écouter M. Michael Schneider. Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette introduction. Je suis très reconnaissant aux différentes organisations qui sont à l'initiative de cette conférence. Je trouve ça super quand il y a une vraie volonté collective de monter ce genre d'initiative. Ça permettra peut-être aussi d'aller au-delà de la salle et de voir à qui ça peut donner des informations supplémentaires dans les semaines, dans les mois qui viennent. Peut-être quelques mots sur le World Nuclear Industry Status Report. C'est un ouvrage collectif que je coordonne et je publie. Mais c'est évidemment une équipe. C'est un ouvrage qui fait maintenant autour de 400 pages tous les ans. Donc on n'écrit pas ça dans son coin. Hein. Ce qui est vraiment super, c'est qu'on a maintenant une espèce d'équipe cœur qui travaille depuis des années sur ce projet. Et puis tous les ans, il y a des experts, des scientifiques qui se collent à des focus, qui arrivent, c'est des chapitres spéciaux qui arrivent que cette année particulière. L'année dernière, par exemple, pour des raisons évidentes, on a fait un chapitre sur le nucléaire et la guerre. Cette année, on travaille toujours sur l'ouvrage. On aura un chapitre très exhaustif sur les questions économiques et financières, parce que c'est souvent des questions absolument fondamentales quand on parle d'énergie et nucléaire en particulier. Donc, ça c'est l'exemple du rapport de l'année dernière. C'est vraiment une équipe interdisciplinaire, internationale,
On a d'ailleurs un professeur de l'université de Colombie-Britannique, M.V. Ramana, qui fait partie de l'équipe permanente, si j'ose dire. Mais il y a des gens de l'université technique de Berlin, il y a des gens des think tanks, comme Chatham House à Londres, ce qui s'appelait le Royal Institute of International Affairs. Et puis des partenaires dans divers organismes et institutions. Alors, l'idée du rapport, de ce projet, c'est une analyse multicritère, multi-indicateur, parce que ce n'est pas imaginable d'avoir une véritable compréhension de cette industrie en regardant 2-3 indicateurs. Donc c'est une longue série d'indicateurs. Et puis c'est chaque fois une tentative de regarder sur le temps long. Il faut regarder le film, regarder la photo ne donne aucune compréhension d'un secteur tel que l'énergie. Donc si on regarde 1 an ou 2, ou des changements que sur une année sur l'autre, ne donne pas vraiment une compréhension du secteur. C'est très important. Pour les gens qui écoutent et qui ne sont pas spécialistes, moi j'encourage plutôt de se fixer sur des chiffres absolus, de regarder les tendances. Qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Plutôt que de voir un chiffre précis par rapport à un autre chiffre précis. Pour les spécialistes qui veulent regarder plus en détail, je dis faites attention à quelle échéance on parle. C'est-à-dire, puisque je vous donne déjà un certain nombre de... C'est un peu une sortie prématurée, entre guillemets, de données du prochain rapport. Donc, il y a un certain nombre de données qui sont à une date mi-2022, il y en a qui sont à la fin de 2022, il y en a qui sont mi-23. Donc pour les spécialistes, faites attention, quelle est la date, puisque la référence n'est pas la même si c'est il y a 1 an ou mi-2023. Voilà les premiers indicateurs. Donc, le premier indicateur qu'on voit sur la courbe en rouge, c'est la part du nucléaire dans la production d'électricité commerciale. Et on voit que le maximum historique, le pic, était atteint en 1996, autour de 17,5%. Et puis ça a baissé assez continuellement, et on est aujourd'hui à la fin de l'année 2022 à 9,2%. L'autre indicateur ici, c'est la production d'électricité en chiffres absolus, c'est-à-dire en térawattheures. Les térawattheures, c'est les milliards de kilowattheures. Et on voit que le maximum historique atteint était en 2006. On était revenu presque à la même ordre de grandeur, mais on est resté quand même en dessous. On voit aussi les changements ces dernières années, c'est-à-dire d'une année à l'autre, on peut avoir vraiment une variation très importante. La deuxième chose qui est vraiment significative, c'est de regarder sur le rôle de la Chine. Si on prend l'ensemble du monde, y compris la Chine, la production a baissé de 4% en 2022, alors que la Chine a augmenté sa production de 3%. Si on regarde le monde en dehors de la Chine, l'image est vraiment différente. C'est-à-dire on voit qu'il y a une chute très importante de l'ordre de 5% en 2022 et on se retrouve à un niveau de production qui est de l'ordre du milieu des années 90. C'est-à-dire c'est vraiment une énorme baisse par rapport aux années précédentes.
Le prochain indicateur, c'est les démarrages de réacteurs et les fermetures. La définition ici, c'est le démarrage de réacteurs, c'est la connexion au réseau. Donc, ce n'est pas ce qui se passe avant, techniquement, c'est la connexion au réseau. Et la fermeture, pour nous, c'est le dernier jour de production. Donc, ce n'est pas l'annonce politique ou économique ou quelques années après la fermeture. Nous, on regarde quel est le dernier jour de production qui devient le jour de la fermeture du réacteur. Alors, on voit très bien ici ces espèces de vagues de mise en service de réacteurs dans les années 70, dans les années 80, et puis quand même une image plutôt plate pour les 30 dernières années. Si on regarde sur le plan mondial, le bilan entre démarrage et arrêt de réacteurs est légèrement négatif sur le plan mondial, c'est-à-dire on a eu 103 démarrages et on a eu 110 fermetures entre 2003 et le milieu de l'année 2023. Maintenant, si on regarde le rôle de la Chine, on découvre que la Chine, toute seule, a démarré 50 réacteurs sur cette période, mais n'a fermé aucun. Donc, si on regarde en dehors de la Chine ce qui s'est passé, on tire le bilan, c'est un bilan négatif de 57 unités, 57 réacteurs. Ça veut dire qu'en dehors de la Chine, il y a une baisse depuis très longtemps du nombre de réacteurs en termes de bilan, démarrage et fermeture. Si on regarde sur le plan de l'Union européenne, il faut chercher les démarrages depuis très longtemps, c'est-à-dire il y a eu, sur la même période, 2003, mi-2023, il y a eu 3 démarrages seulement, il y a eu 37 fermetures. Donc bilan dans l'Union européenne des 27, négatif à 34. Cette image-là montre la situation cumulée. Donc, on voit bien cette espèce de montée en puissance du nombre de réacteurs en bleu jusqu'à la fin des années 80 et le plateau qui dure jusqu'à l'année 2010. Et puis, il y a eu les événements de Fukushima au Japon. Et donc, il y a eu cette rupture, cette baisse drastique. Et puis, une légère remontée depuis en termes du nombre de réacteurs. Mais c'est un bon exemple pourquoi il faut regarder les longues séries. Si vous regardez qu'à partir de 2010, on a l'impression, oui, il y a eu une petite baisse et puis après, ça a remonté. Si on ne met pas ça dans un contexte de série longue, on ne voit pas qu'en fait, mi-2023, 407 réacteurs en service. On a eu en 1989 déjà 418. C'est-à-dire on est déjà en 1989, on était déjà supérieur à ce qu'on a maintenant en service. Donc c'est toujours important de mettre ça dans une perspective historique. Ça c'est la même image, mais pour l'Union européenne. Et on voit, cette année de 89 était déjà la pointe en Europe. Et depuis, le nombre pas continuellement, mais presque continuellement, à partir du début des années 2000, il y a eu une baisse considérable du nombre de réacteurs. Et on est aujourd'hui en dessous de 100 réacteurs comparé à 136 à la pointe. Prochain indicateur, les réacteurs considérés comme en construction. La construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire un réacteur où on débute la cimentation, le bétonnage des fondations du bâtiment réacteur. C'est assez précis comme définition. C'est-à-dire on ne compte pas tous les travaux jusque-là. C'est-à-dire tout ce qui est procédure déjà.
il faut autoriser la construction. Donc il y a toute une phase d'investigation, il y a les études d'impact, etc., etc. Il y a la préparation du site. Tout ça, ce n'est pas inclus dans la durée de construction, puisque la construction débute, techniquement parlant, la définition, c'est le début du bétonnage des fondations du bâtiment réacteur. Gardez ça en tête quand on parle de délai, parce que ce n'est pas la même chose. Quand on parle de durée de construction, ce n'est pas durée de projet. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que la pointe des réacteurs considérés en construction était déjà en 1979. Avec aujourd'hui un niveau à 58, c'est-à-dire on est grosso modo à un quart de ce qu'il y avait déjà à fin des années 70. Un quart. Pas un peu moins, un quart. L'autre chose qui est importante, un réacteur qui est considéré en construction, ça n'est aucune garantie qu'il va jamais produire de l'électricité. Ça sonne bizarre, mais c'est comme ça. Un réacteur sur 8 qui était dans ces statistiques n'ont jamais produit d'électricité. C'est-à-dire, des fois, on a abandonné des réacteurs après quelques pourcents de construction. Des fois, on les a abandonnés à 100%. C'est-à-dire, on a construit un réacteur de A à Z et on a décidé, pour des raisons légales, pour des raisons politiques, pour des raisons de sûreté, de ne pas le mettre en service. C'est le cas pour un réacteur, par exemple, en Autriche, fin des années 70. C'est le cas pour un réacteur en Allemagne, des réacteurs qui ont été vraiment finis et n'ont pas été mis en service. Donc les 48 sur les 234 n'ont jamais vu le jour, si j'ose dire, c'est-à-dire ils n'ont jamais produit d'électricité. Et bien que c'était un phénomène qui s'est un peu estompé à travers les années, ce n'est pas complètement terminé. On a eu des cas, par exemple, aux États-Unis, en 2017, on a abandonné 2 réacteurs en construction après avoir dépensé de l'ordre de 10 milliards de dollars US. Donc maintenant, les 10 milliards, ils sont dans la pluie quelque part. Et d'ailleurs, les consommateurs d'électricité continuent à payer pour le projet. Il y a eu au moins 9 augmentations des tarifs d'électricité pendant la période de construction, parce qu'on a essayé de financer la construction à travers les augmentations, notamment. Et puis, le constructeur Westinghouse a fait faillite et le projet a été abandonné. Donc, ce n'est pas complètement terminé. Ça existe toujours. 2017, ce n'est pas il y a si longtemps. Hein. Alors, le prochain indicateur, c'est les débuts de construction. Non, pardon. On prend le même schéma et on regarde le rôle de la Chine. Et comme on avait vu le chiffre cumulé sur les 2 dernières décennies, on regarde ça historiquement depuis le début du programme chinois et on regarde l'image hors Chine. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte que les réacteurs qui sont aujourd'hui considérés en construction 35 dans le reste du monde, enfin en dehors de la Chine, c'est moins que ce qu'on avait déjà en début des années 60. Ça, c'est la relation historique. C'est comme ça qu'il faut le voir, hein, l'historique de l'industrie. Alors, ça, c'est d'essayer de comprendre sur les 58 réacteurs où est-ce qu'ils sont construits et qui les construit. Et en fait, on se rend compte que, évidemment, il y a la Chine, hein, qui a sur le territoire un grand nombre de réacteurs en construction, mais moi, ce que je trouve le plus frappant, c'est le rôle de la Russie, qui a en fait pas tant de réacteurs, 5 réacteurs en construction chez elle, mais beaucoup de réacteurs
en construction ailleurs. Et donc, si on cumule les réacteurs, la Russie, en fait, à mi-année, avait 25 réacteurs en construction, et la Chine, parce qu'il y en a aussi 4 Russes qui sont en construction en Chine, donc ça fait que la Russie est devenue le premier pays constructeur de centrales nucléaires dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de cette industrie? Il se trouve que les constructeurs chinois, les 2 principaux constructeurs, CGN et CNNC, ont été blacklistés par l'industrie, par le gouvernement américain. Blacklisté, ça veut grosso modo dire que l'industrie américaine n'a plus le droit, sauf autorisation explicite, de faire quoi que ce soit comme business avec ces sociétés-là. Mais une centrale nucléaire est un espèce de projet avec des milliers de producteurs de parts, de parties de l'installation. C'est pas si le constructeur principal s'appelle Rosatom, ça ne veut pas dire que toutes les pièces sont fabriquées par cette entreprise-là. Non, c'est un marché international de pièces, de parts. Donc, pour la Chine, c'est devenu extrêmement compliqué puisque le gouvernement américain est très clair sur ce qu'il attend de ses partenaires, ses pays amis, en traitant les entreprises qui ont été blacklistées. Donc ça devient, pour une entreprise canadienne, extrêmement difficile de faire du business avec ces deux entreprises-là. Donc d'imaginer aujourd'hui que, je ne sais pas, ces entreprises-là construisent une centrale au Canada me paraît un peu compliqué, diplomatiquement parlant. Et la même chose est vraie sur la Russie, pour les raisons que tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire des affaires avec la Russie, en particulier sur le nucléaire. Et donc ça, c'est sans aller dans les détails, mais vous voyez quand on regarde les constructeurs, vendors, c'est les entreprises qui fournissent le cœur du réacteur, ce qu'on appelle l'île nucléaire. Le rôle de la Russie dans un certain nombre de pays, c'est sans commune mesure avec les autres pays constructeurs. Les débuts de construction dans l'Union européenne, et comme on a vu, les constructions, il n'y en a quasiment pas eu, des mises en service, il n'y en a pas eu, et on voit que les débuts de construction, il y en a eu 2. Depuis des décennies, 2. Et c'est intéressant de voir que sur les 3 réacteurs qui restent en construction, il y en a un qui est déjà en construction depuis 1985. Ça fait quand même un peu long comme projet. Il n'a pas encore démarré. Il y en a un autre qui est en construction depuis 2007. C'est en France. Il devait entrer en service en 2012, donc il a un peu de retard aussi. Il va peut-être démarrer l'année prochaine. Il faut toujours voir, on ne sait pas. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous analysons en début d'année quelle est la prévision de terminaison de chantier dans le monde. Et pour l'année 2022, il y avait prévu de connecter au réseau dans différents pays, au total, 15 nouveaux réacteurs. Et en réalité, on a connecté, je crois, 7 réacteurs. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la dernière année de construction, l'industrie a beaucoup de mal à prédire le délai jusqu'à la terminaison du chantier. Supposer la dernière année. Et on se rend compte souvent,
il y a un an de plus, il peut y avoir plusieurs années de plus, alors que c'était déjà dans la planification de démarrer bien avant. C'est-à-dire, on ne parle pas forcément seulement de quelques mois de délai, ça peut être des années plus tard que envisagé, en début d'une certaine année. Alors, si on ne construit pas, c'est évident que la moyenne d'âge des flottes, des parcs nucléaires, vieillit. Alors, le seul pays au monde qui a un parc consistant, je ne parle pas des réacteurs individuels, là il y en a qui ont été mis en service en mettant en Bélarus où ces 2 réacteurs, c'est des toutes petites flottes, mais les grandes flottes des top 5, seule la Chine a une moyenne d'âge en dessous de 10 ans. La Corée du Sud, si on regarde par gamme comme ça, c'est en dessous de 25 ans. La Russie, c'est vraiment le seul pays qui a réussi à travers des arrêts de vieux réacteurs et le démarrage de quelques nouveaux réacteurs, de baisser pendant quelques années la moyenne d'âge. Là, c'est reparti à la hausse. Si on regarde le suivant, la France, alors là, c'est net, hein, c'est tout droit, hein, c'est une droite depuis le milieu des années 80. C'est depuis ce moment-là que la moyenne d'âge augmente en France. On regarde les États-Unis, c'est exactement le même schéma, sauf que ça commence 10 ans plus tôt. C'est-à-dire, grosso modo, depuis les années 70, le parc américain vieillit. Si on regarde sur le plan de la moyenne du monde, grosso modo, ça n'a jamais changé en fait. Depuis le début de l'ère nucléaire, ça vieillit. C'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu en fait une rupture comme il y a eu pendant quelques années en Russie, mais pour l'ensemble des pays ou pour les top 5, c'est vraiment atypique. En règle générale, ça vieillit. Alors, ça donne en cumulé quoi? Sur 411 réacteurs en début d'année, la moyenne d'âge était au-delà de 31 ans. De l'autre côté, on voit que les réacteurs très âgés, c'est-à-dire au-delà de 51 ans, il y en a une dizaine, et ça, on y reviendra peut-être, parce que c'est aussi de voir si on regarde l'extension de la durée de vie des réacteurs, quelle est l'expérience industrielle. On regarde sur l'Union européenne, c'est plus que la moyenne mondiale. Et puis le Canada, ben, c'est encore plus vieux. C'est-à-dire la moyenne d'âge des 19 réacteurs au Canada, c'est maintenant 40 ans. La moyenne d'âge, 40 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie, parce qu'on balance toujours des chiffres ou des... Mais 40 ans, vous savez comment étaient les voitures il y a 40 ans? Je veux dire, quelle gueule avaient des voitures il y a 40 ans? Je veux dire, c'était quoi comme technologie? Ben, ma foi, ça c'est la moyenne d'âge des réacteurs nucléaires au Canada. Et moi je ne sais pas, mais il y a 40 ans, les voitures étaient vraiment très très différentes, hein, je veux dire technologiquement parlant. Alors, je reviens à la question de ce qu'on peut attendre comme durée de fonctionnement, puisque on fait miroiter l'idée qu'en fait, on peut les faire tourner 60 ans, peut-être même 80, peut-être même 100 ans. Il y a déjà maintenant des gens qui parlent, peut-être on peut les faire. Bon. La réalité était que sur 5 ans, la moyenne d'âge des réacteurs qui ont été arrêtés, et c'est 29 réacteurs, en 5 ans, donc ce n'est pas négligeable. La moyenne d'âge était de l'ordre de 42 ans. Donc on ne sait pas en fait, on n'a pas d'expérience des très grandes durées de fonctionnement, et comme on a vu, dans le monde, il y a une dizaine de réacteurs qui a dépassé les 51 ans. Alors,
SMR. Vous avez déjà entendu parler des SMR? C'est Small Molecular... Small Modular Reactor. C'est en fait une idée assez surprenante parce que c'est un peu comme retourner au début de l'ère nucléaire. Parce que d'abord, on a construit des petits réacteurs. C'est comme ça que l'histoire de l'électricité nucléaire a commencé. On a fait des petits réacteurs et on les a agrandis, de plus en plus grands. Pourquoi? Ben pour une idée très simple, c'est les économies d'échelle. Hein. Je veux dire, on a dit, ben oui, si on fait déjà une installation complexe, autant qu'elle produise plus. Parce que ça coûte cher en capital, donc voilà, on concentre tout, on fait... Au lieu d'avoir une turbine pour chaque petit machin, ben on a une grosse turbine. Parce que ce n'est pas seulement la question nucléaire, c'est le plus grand coût, en fait, c'est le reste de la centrale. C'est même pas l'îlot nucléaire. Et puis, ben voilà, il y a des gens qui ont dit, ben, en fait, un des grands problèmes qu'on a, c'est de soulever suffisamment de financement, de capitaux, pour financer un grand réacteur. Donc, en fait, on va faire des petits réacteurs à nouveau, parce que c'est moins d'argent. C'est pas moins cher, mais c'est moins d'argent. Donc, on ouvre plus de voies de financement qu'avec beaucoup d'argent, beaucoup d'apports de capital. Mais, en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de fantasme. C'est vraiment du fantasme. Parce que les SMR n'existent pas. Les SMR, il y en a 4 dans le monde qui fonctionnent. 2 en Chine, 2 en Russie. Ça vous rappelle peut-être quelque chose de ce que j'ai raconté avant. Je veux dire, il y a la Chine, il y a la Russie. Alors, on y va revenir sur la performance. Mais ça, c'est la première chose. Il n'y a que 4 qui fonctionnent. C'est toujours très discutable de raisonner en Est et en Ouest, hein, mais j'ai fait abstraction de tous les reproches qu'on peut me faire, et j'ai essayé, pour simplifier, classer en Est et Ouest la présence des projets ou des réalisations. Et en fait, on se rend compte qu'à l'Ouest, donc 0 en fonctionnement, il y en a un en construction en Argentine, depuis 2014, je crois que la dernière date, parce que ça change tous les ans, la dernière date de prévision de mise en service, je crois, c'est 2027. On verra. Peut-être ça changera l'année prochaine. Et puis, on a un design qui a été certifié aux États-Unis pour un réacteur, un module de 50 MW, mais ils se sont dit, ça coûte trop cher au mégawatt, donc il faut le faire plus grand. Ça rappelle aussi un peu l'histoire, non? Donc, ils sont passés de 50 à 60 et de 60 à 77 mégawatts par module. Et puis, ils ont dit, ben, c'est quasiment la même chose, hein, je veux dire, hein, c'est un petit peu plus grand. Ils sont allés voir le régulateur, l'autorité de sûreté, et ils ont, ben, voilà, on a agrandi un peu. Sauf que l'autorité de sûreté a dit, ben, non, c'est différent, quoi. Donc, il faut recommencer la procédure d'autorisation. C'est plus le même réacteur. Et ce module, ce design de 77 MW n'est pas certifié. N'est pas certifié. Donc, en fait, quand vous regardez, ben, il y a un design qui a été certifié, d'ailleurs sous condition, mais qui n'est pas marketed, comme on dit, il n'est pas sur le marché, il n'est pas vendu. Ben, une application acceptée à l'Ouest, on cherche. Il y en a plusieurs qui avaient été soumis, l'Américain a soumis son application. Et puis, alors, on a une espèce de flux de pre-design reviews, pre-licensing design reviews. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des constructeurs, ils disent,
écoutez, nous on a une très très bonne idée. Hein, on a une excellente idée. On veut faire un réacteur comme ci, comme ça, neutrons rapides, Moltex, machin, etc. Enfin, tous des noms absolument super. Et puis, ils vont voir les autorités de sûreté, ils disent, ben voilà ce qu'on veut faire. Et donc, l'autorité de sûreté dit, ben bon, on va jeter un coup d'œil. Donc ça, c'est la pre-licensing review. Et il y en a, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 9 qui étaient dans cette étape de pre-licensing. Et puis, vous avez une catégorie que j'appelle des réacteurs PowerPoint. C'est-à-dire, rien soumis, c'est joli, hein, ça porte en général des noms absolument incroyables, c'est très beau, c'est coloré, mais c'est des boîtes vides. Je veux dire, il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a pas de travail fait, donc ils ne sont absolument pas en état pour dire bah, demain on va commencer la construction. Vous vous rappelez peut-être que le premier ministre de l'Ontario, il s'est fait photographier sur un site nucléaire à Darlington, en Ontario, en disant qu'on va, avec un chapeau dur là, de construction, on va démarrer la construction d'un réacteur sur un site existant, enfin juste à côté d'un site existant. Ben, en fait, ce réacteur, qui doit être un BWRX, n'existe pas, il n'est pas certifié, il n'y a pas d'autorisation de construction, il n'y a rien en fait. Et donc c'est pour ça que je dis on est en plein fantasme. C'est pas et comprenons-nous bien, c'est pas une question de pour ou contre ou qu'est-ce qui est bien ou pas bien, c'est que ben, il n'y a rien en fait. Ça n'existe pas. Et quand on regarde l'historique de ces projets, et prenons le projet qui est le plus avancé à l'Occident, donc cette fameuse entreprise NuScale qui avait tenté un réacteur 50 MW qui est passé à 77 MW. Je ne vais pas lire le tout, ne vous inquiétez pas. Mais juste prendre quelques dates clés. Donc on a regardé les Pre-Application Design Reviews. Vous vous rappelez, il y en a 9 au Canada. Pour ce design de réacteur, c'était en 2008. D'accord? C'était en 2008. Mais aujourd'hui, le design n'est toujours pas certifié, le nouveau design. L'objectif à l'époque, c'était une mise en service en 2015. Et maintenant, on est passé à... comme j'ai dit, le premier module doit démarrer en 2029. Donc 15 années de différence. Et je précise, on n'a pas commencé à construire. Il n'y a pas de design qui est certifié. Donc, je veux dire, ces histoires de développement d'une technologie nucléaire, c'est extrêmement long. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un garage, quoi. Ce n'est pas... un petit projet dans un coin, et parce que c'est petit, c'est facile. C'était ça l'idée. C'est petit, c'est facile, c'est pas cher, vite fait, bien fait. Ben non, c'est compliqué. Et puis d'ailleurs, 300 MW, c'est pas si petit que ça. Hein. Franchement, c'est déjà un réacteur d'une taille tout à fait considérable. Alors, on a regardé un peu les durées de construction de différents projets prévus en démarrage de construction et la réalité jusqu'à la connexion au réseau. Et ça, c'est sur 3 ans, hein, 2019, 2020, 2021. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que vous avez un certain nombre de... Vous avez que